Le 14 mars 1853, dans un palais de justice paroissiale quelque part le long du corridor du fleuve Mississippi, en Louisiane, une transaction eut lieu qui serait délibérément effacée des registres officiels de ventes aux enchères pendant plus d'un siècle. Une femme enceinte fut vendue pour 12, non pas 12 dollars, 12, le prix d'un pain. Les documents judiciaires montrent que la vente était légale, observée par 7 hommes dont les signatures figurent encore sur l'acte de vente. Pourtant, le nom de la femme ne fut jamais inscrit dans aucun registre paroissial avant ou après ce jour-là. Des historiens locaux découvrirent le reçu en 1897, scellé dans un mur lors de rénovation du palais de justice, et l'enterrèrent immédiatement à nouveau. Ce qu'ils trouvèrent écrit au dos de ce reçu les poussa à choisir le silence plutôt que la vérité. Ce soir, nous révélons ce qui a été caché, et pourquoi les descendants de ces 7 témoins ont passé des générations à s'assurer que cette histoire meurt avec eux. Avant de poursuivre le récit de ce qui s'est passé dans ce palais de justice de Louisiane, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification, car des histoires comme celle-ci, des histoires qu'ils ont tenté d'enterrer, doivent être racontées. Et je veux savoir, d'où nous écoutez-vous en ce moment? Indiquez votre état ou votre ville dans les commentaires. Voyons jusqu'où ces histoires cachées s'étendent. La transaction qui eut lieu ce matin de mars n'était pas une anomalie née du chaos ou de la confusion. Elle était délibérée, calculée et entièrement légale, selon les lois qui régissaient la Louisiane dans les années précédant la guerre de sécession. La paroisse de Sainte Helena, en 1853, était un lieu où la mousse espagnole pendait si épaisse des chênes verts que la lumière du jour peinait à atteindre le sol, où l'air avait le goût du limon du fleuve et de la fumée de canne à sucre, et où la richesse de la terre ne se mesurait pas en acres, mais en êtres humains. La paroisse se situait dans le croissant fertile entre Bâton Rouge et la frontière du Mississippi, suffisamment proche du fleuve pour prospérer, suffisamment isolée pour garder ses secrets. La ville de Greensburg servait de siège paroissial, un ensemble de bâtiments blanchis à la chaux, disposés autour d'une place dominée par le palais de justice, où les affaires étaient conduites avec la solennité d'un office religieux. Chaque samedi, les marches du palais de justice devenaient un bloc de vente aux enchères. Meubles, bétail, terres et personnes changèrent de main, avec la même efficacité bureaucratique. Les commissaires-priseurs connaissèrent leur métier, les acheteurs connaissèrent leurs limites, et chacun comprenait que ce qui se passait sur ces marches était sanctionné par la loi, béni par la coutume, et appliqué par des hommes qui se croyaient les architectes de la civilisation elle-même. Au printemps de cette année-là, 3 hommes détenaient un pouvoir particulier dans la paroisse de Sainte Helena. Le juge Amos Crenshaw présidait le tribunal de district avec l'autorité des Écritures. À 62 ans, il avait passé 4 décennies à interpréter des lois écrites pour protéger la propriété avant toute autre chose. Ces décisions façonnèrent la paroisse comme un fleuve façonne ses rives, lentement, inévitablement, avec une force qui semblait relever de la nature elle-même. Juste en dessous de lui en influence, mais égal en ambition, se trouvait Duncan Fairholme, un propriétaire de plantation, dont la famille contrôlait plus de 4000 acres de terre cotonnière de premier choix, depuis que la Louisiane était devenue un État. Fairholme avait 47 ans, était instruit à Charleston, parlait couramment le français et était impitoyable en affaires. Sa plantation, Bellamont, employait un contremaître nommé Silas Guthrie, un homme dont la réputation de cruauté maintenait la population asservie soumise par la peur seule. Le 3e homme de cette trinité de pouvoir était Nathaniel Puy, l'assesseur fiscal de la paroisse et le conservateur des actes. Puy était plus jeune, 39 ans, avide de statut dans une société où le nom de famille signifiait tout, et le sien ne signifiait rien. Il était arrivé en Louisiane depuis la Virginie avec de fausses lettres de recommandation et la conviction que, dans le chaos de l'expansion vers l'ouest, un homme pouvait se réinventer s'il était prêt à faire ce que d'autres refusaient. Ces 3 hommes se croisèrent le matin du 14 mars à cause d'une femme dont l'existence avait été soigneusement effacée de tous les registres qu'ils contrôlaient. Son nom était Clara Hara. Elle était née sur une plantation de tabac en Virginie environ 23 ans plus tôt. Le mot « environ » est important ici, car les personnes réduites en esclavage n'avaient souvent pas droit à la dignité d'une date de naissance consignée. Elle avait été vendue vers le sud à l'âge de 15 ans, séparée de sa mère et de 2 jeunes frères et sœurs dans une maison de vente aux enchères de Richmond, un mardi matin de la fin de l'été. L'homme qui l'acheta était Edmund Fairholme,
le père de Duncan, qui mourut du choléra en 1849, laissant l'intégralité de son domaine, y compris 47 êtres humains, à son fils. Clara Hara travaillait dans la maison principale de Bellamont. Elle était habile avec les chiffres, savait lire malgré les lois l'interdisant, et possédait une dignité silencieuse que Duncan Fairholme remarqua d'abord, puis méprisa, puis chercha à détruire. En octobre 1852, Clara Hara tomba enceinte. Elle ne prononça jamais le nom du père à voix haute. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde dans la maison principale le savait. Les femmes asservies qui travaillaient à ses côtés le savaient. L'épouse de Duncan, Margaret, le savait. Et Duncan lui-même le savait, avec une certitude qui le remplissait d'une rage telle qu'il pouvait à peine regarder Clara Hara sans que ses mains ne tremblent. Car le père n'était pas Duncan, mais son jeune frère, William. William Fairholme était tout ce que Duncan n'était pas. Là où Duncan était sévère, William riait facilement. Là où Duncan voyait des êtres humains comme des investissements agricoles, William voyait le mal fondamental du système dont il bénéficiait et manquait du courage nécessaire pour s'y opposer. Il avait 28 ans, n'était pas marié et vivait dans la maison du contremaître à la lisière de la propriété de Bellamont, censé gérer les champs du Nord, mais passant surtout son temps à boire et à lire de la littérature abolitionniste qu'il faisait entrer clandestinement depuis la Nouvelle-Orléans. Sa relation avec Clara Hara commença par des conversations. Elle apportait les repas à la maisonnette 2 fois par jour. Il lui posait des questions sur sa vie avant Bellamont. Elle répondait prudemment au début, puis avec une honnêteté croissante, en réalisant qu'il l'écoutait différemment des autres hommes blancs. Au fil des mois, la conversation devint autre chose, quelque chose qui franchissait toutes les frontières que leur monde avait construites. Lorsque la grossesse de Clara Hara devint visible à la fin décembre, William fit quelque chose d'inédit. Il alla voir son frère et lui proposa d'acheter la liberté de Clara Hara. La conversation eut lieu dans le bureau de Duncan un samedi soir. Aucun compte rendu écrit n'existe de ce qui fut dit, mais ce qui suivit fut documenté avec une précision méticuleuse. Duncan refusa l'offre, plus qu'il ne la refusa. Il s'en sentit insulté. À ses yeux, William avait violé le caractère sacré des droits de propriété, mis en danger la hiérarchie raciale sur laquelle reposait toute leur société, et déshonoré le nom Fairholme, d'une manière qui mogla détruire leur position si cela devenait public. William soutint qu'il aimait Clara Hara, que l'enfant était le sien, et qu'il devait être autorisé à partir vers le nord, dans un État libre, pour construire une vie hors de portée des lois de la Louisiane. La réponse de Duncan fut de vendre immédiatement Clara, non pas à un marchand d'esclaves qui l'aurait emmenée loin, là où William n'aurait jamais pu la retrouver. Cela aurait été trop simple, trop clément. Duncan voulait que son frère voie, qu'il assiste, qu'il comprenne les conséquences de ce que Duncan appelait sa trahison. Il fit en sorte que Clara soit incluse dans une vente publique prévue pour le 14 mars, une vente ordinaire de biens saisis pour dettes impayées, sur les marches du palais de justice, en pleine vue du public, entièrement légale. Mais Duncan ajouta une condition qui révélait la profondeur de sa cruauté. Il fixa l'enchère minimale de Clara à 12 cents. Le montant était délibéré. En 1853, le prix moyen d'une femme asservie en âge de procréer en Louisiane se situait entre 800 et 1200 $. En fixant le prix à 12 cents, Duncan atteignait plusieurs objectifs simultanément. Il démontrait que Clara Hara n'avait aucune valeur à ses yeux. Il humiliait William en montrant que la femme qu'il prétendait aimer valait moins qu'un journal. Et, plus sournoisement encore, il s'assurait qu'aucun acheteur légitime ne ferait d'offre, car dans l'économie de l'esclavage, le prix signalait la qualité. Une femme proposée à 12 cents devait être endommagée, malade, impropre au travail. Aucun propriétaire de plantation ne risquerait même un investissement minime sur un rebut aussi évident. Duncan savait exactement qui ferait une offre. Son plan n'était pas de vendre Clara à un inconnu. Il était de la vendre à quelqu'un qui s'assurerait que sa souffrance se poursuive dans des circonstances que William ne pourrait empêcher. Il la vendait à Silas Guthrie, son contremaître. La nuit précédant la vente aux enchères, William Fairholme disparut. Il ne laissa aucun mot, ne prit aucun cheval, et quitta simplement Bellamont à pied quelque part après minuit. On ne le revit jamais dans la paroisse de Sainte Helena. Certains dirent qu'il était parti vers le nord pour rejoindre les mouvements abolitionnistes à Boston. D'autres affirmèrent qu'il s'était noyé dans le Mississippi, incapable de vivre avec son impuissance. Quelques-uns murmurèrent que Duncan l'avait fait tuer et enterrer dans les champs de Cannes,
où des dizaines de personnes asservies reposaient déjà dans des tombes sans nom. La vérité était à la fois plus simple et plus dérangeante. William s'était rendu chez le juge Crenshaw dans les heures précédant l'aube et lui avait offert tout ce qu'il possédait, environ 3 000 $ en héritage et en droits fonciers, en échange d'une seule faveur. Il voulait que le juge invalide la vente, qu'il la déclare illégale pour une raison technique quelconque, afin de lui donner le temps de trouver une autre solution. Le juge Crenshaw écouta la supplique de William avec l'expression d'un homme regardant un enfant expliquer pourquoi le ciel devrait être vert au lieu de bleu. Lorsque William eut terminé, le juge posa une seule question. « Votre frère a-t-il signé l'acte de vente en bonne et due forme ?» William admit que oui. « Alors la transaction est légale. » Crenshaw déclara « Votre chagrin ne prime pas sur le droit de propriété. Bonne soirée, monsieur Fairholme. » William quitta cette maison en comprenant que chaque institution, chaque loi, chaque homme puissant de la paroisse se rangerait du côté de Duncan. Non pas parce qu'ils étaient en cruels, même si beaucoup l'étaient, mais parce que permettre au sentiment de William de l'emporter sur les droits de propriété de Duncan menacerait les fondations mêmes de leur économie. Si l'amour pouvait supplanter la possession, le système s'effondrerait. Clara passa sa dernière nuit à Bellamont dans les quartiers, entourée de femmes qui lui tressèrent les cheveux et chantèrent des chants plus anciens que la Louisiane, plus anciens que l'Amérique. Des chants venus d'Afrique dans les cales des navires. Elle savait qu'elle ne la reverrait probablement jamais. Elle savait ce que des hommes comme Silas Guthrie faisaient aux femmes qu'ils possédaient. L'une de ces femmes, une cuisinière âgée nommée Betty, qui avait survécu à 50 années de servitude, glissa un petit paquet de tissu dans les mains de Clara Hara. À l'intérieur se trouvait un couteau à peine plus long que la paume de Clara Hara, enveloppé dans une toile huilée. « Cache-le, » murmura Betty. « Cache-le bien. Et quand le moment viendra, fais ce qui doit être fait. » Clara Hara hocha la tête. Elle comprenait. Le couteau n'était pas destiné à l'autodéfense. Il était destiné à la miséricorde. Pour son enfant, si les choses devenaient insupportables. Pour elle-même, s'il n'y avait aucune autre échappatoire. Cette nuit-là, elle le cousit dans l'ourlet de sa robe, ses doigts demeurant stables malgré la peur qui avait un goût de cuivre dans sa bouche. La vente aux enchères débuta à 10 heures du matin, sous un ciel si gris qu'il semblait refléter le caractère moral de tout ce qui se déroulait en dessous. Environ 40 personnes se rassemblèrent sur la place du palais de justice. La plupart étaient là pour le bétail et le mobilier. Quelques-unes étaient venues spécifiquement pour la marchandise humaine. Nathaniel Puy se tenait sur les marches du palais de justice, l'acte de vente à la main, le lisant d'une voix conçue pour porter à travers la place. Il décrivit Clara Hara avec la même intonation que celle qu'il utilisait pour un cheval boiteux. Femme, âge approximatif de 23 ans. Habituée aux travaux domestiques, sait lire, bien que cette compétence soit d'une valeur discutable. Actuellement enceinte. Mise à prix minimal, 1200. Un murmure parcourut la foule. 1200. Quelque chose n'allait pas avec celle-là. Plusieurs hommes qui s'étaient préparés à enchérir perdirent immédiatement tout intérêt. Pourquoi risquer un investissement sur une propriété manifestement défectueuse? Silas Guthrie se tenait près de l'avant, son chapeau tiré bas, son expression indéchiffrable. Il attendait que la foule se disperse, attendait le moment où plus personne ne miserait, lorsqu'il pourrait acheter Clara Hara pour la somme dérisoire que Duncan avait arrangée, lorsqu'elle deviendrait sa propriété, à sa totale disposition. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme, vers le fond de la foule, leva la main. « 1200 » lança-t-il. Toutes les têtes se tournèrent. L'homme était un inconnu, grand, mince, portant un manteau de voyage couvert de poussière de la route. Son visage était buriné comme celui d'un homme habitué au travail en plein air, mais sa tenue ne correspondait pas à celle d'un simple ouvrier agricole. Il se tenait trop droit, regardait les gens trop franchement dans les yeux. Nathaniel Puy hésita. « Vous enchérissez à 1200 pour cette propriété. Votre nom, monsieur ?»« Isaiah Mercer. » Puy jeta un regard vers Silas Guthrie, qui fixait l'étranger avec une expression de confusion authentique. Cela ne faisait pas partie du plan. Duncan avait arrangé les choses pour que Guthrie soit l'unique enchérisseur. « Avez-vous bien 1200, monsieur Mercer ?» Isaiah Mercer s'avança vers les marches, plongea la main dans sa poche et posa 12 pièces de cuivre sur le pupitre où se tenait Puy. « Je les ai. » Depuis sa position près de la porte du palais de justice, le juge Crenshaw observait l'échange avec un intérêt croissant. Il avait assisté à la vente précisément pour s'assurer que le plan de Duncan se déroule sans accroc. Mais à présent, une variable inconnue venait d'entrer dans l'équation. Puis
regarda désespérément Silas Guthrie. Le visage du contremaître était devenu rouge. Il comprenait parfaitement la situation. S'il enchérissait à 1300, il révélerait son intérêt. Il rendrait public ce qui devait rester une transaction discrète. Duncan lui avait explicitement ordonné d'attendre que personne d'autre n'enchérisse, afin de donner l'impression qu'il rendait service à Bellamont en se débarrassant d'une propriété sans valeur. Mais s'il n'enchérissait pas, Clara irait à cet étranger. Les secondes s'étirèrent. La foule attendait. Finalement, Silas Guthrie parla. 1300. Isaiah Mercer n'hésita pas. 2500. 50 lança Guthrie. $1. La foule était captivée. Ce n'était pas ainsi que ces ventes se déroulaient habituellement. Quelque chose d'étrange était en train de se produire. Deux hommes se disputaient une femme vendue à un prix de rebut. Que savait-il que les autres ignoraient? Silas Guthrie offrit $2. Isaiah Mercer offrit 5. À $10, Guthrie s'arrêta. Non pas parce qu'il manquait d'argent, mais parce que Duncan lui avait donné des instructions précises. Ne pas surpayer, ne pas attirer l'attention. Tout l'objectif était d'acquérir Clara Hara discrètement, de faire croire qu'elle ne comptait pas. Mais elle comptait désormais. $10 une fois, annonça Nathaniel Puit d'une voix hésitante. $10 deux fois. Il attendit, cherchant du regard le juge Crenshaw. Celui-ci fit un léger signe de tête. Adjugé à M. Isaiah Mercer pour $10. Clara Hara, qui était restée sur le côté des marches du palais de justice pendant tout l'échange, les mains liées devant elle, sa grossesse visible sous la robe fine qu'elle portait, regarda l'homme qui venait de l'acheter. Isaiah Mercer soutint son regard. Et bien que son expression ne changeât pas, Clara Hara vit quelque chose dans ses yeux qui lui coupa le souffle. De la reconnaissance. L'acte de vente fut signé en quelques minutes. Isaiah Mercer paya les $10 en pièces qu'il compta soigneusement sur le bureau de Puit. Le juge Crenshaw apposa sa signature comme témoin. Selon la loi, Clara Hara était désormais la propriété légale d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré avant ce matin-là. Mais l'irrégularité de la vente avait attiré l'attention. Alors que Mercer emmenait Clara Hara loin du palais de justice, se dirigeant rapidement vers une charrette qui attendait à la lisière de la place, Duncan Fairholme sortit du bâtiment, où il avait observé la scène par une fenêtre. « Monsieur Mercer » appela Duncan d'une voix tranchante, habitué à l'obéissance. « Un instant de votre temps. » Isaiah Mercer s'arrêta. Il ne relâcha pas le bras de Clara Hara. Lorsqu'il se tourna vers Duncan, son expression était soigneusement neutre. « Monsieur Fairholme, vous n'êtes pas de cette paroisse. En effet. Qu'est-ce qui vous amène à Sainte Helena? Des affaires. » Duncan fit un pas en avant, tentant de situer cet homme, de comprendre ce qui venait de se produire. La vente aurait dû être contrôlée, prévisible. Ce résultat ne l'était pas. Quel genre d'affaires? Les miennes, répondit Mercer calmement mais fermement. La transaction est légale. Le juge en a été témoin. À moins que vous n'ayez une objection à formuler. C'était un défi déguisé en question. Duncan le reconnut immédiatement. S'il objectait, il lui faudrait invoquer un motif. Et quel motif pouvait-il avancer? Qu'il avait délibérément sous-évalué Clara Hara pour humilier son frère? Qu'il avait arrangé l'achat par son contremaître pour des raisons qu'il préférait ne pas rendre publiques? Aucune objection, dit lentement Duncan. Mais je suis curieux. Que comptez-vous faire d'une propriété achetée à un tel prix? Cela ne vous regarde pas, monsieur Fairholme. Bonne journée. Isaiah Mercer se détourna et poursuivit sa route vers la charrette. Clara marchait à ses côtés, l'esprit en ébullition. Rien n'avait de sens. Cet homme avait surenchéri face à Silas Guthrie, avait payé $10, une somme considérable, pour une femme vendue comme un rebut. Et lorsqu'elle avait croisé son regard, elle avait vu quelque chose de plus terrifiant que tout ce qu'elle avait vécu au cours des 4 derniers mois. Il savait qui elle était, pas seulement son nom, pas seulement sa situation. Il la connaissait. Ils atteignirent à la charrette, une simple voiture de ferme couverte d'une bâche. Mercer l'aida à monter à l'arrière, son contact impersonnel mais pas brutal. Puis il s'installa sur le siège du conducteur, saisit les rênes et fit avancer le cheval. Ils traversèrent Greensburg en silence, dépassant les boutiques et les maisons, l'église à clocher blanc, puis la limite où les terres cultivées laissèrent place à la forêt de pins. Ce ne fut que lorsqu'ils furent bien au-delà de la vue de la ville qu'Isaiah Mercer parla. « Tu ne te souviens pas de moi. » La voix de Clara Hara était prudente. « Devrais-je » ? Richmond, août 1845. Tu avais 15 ans. J'étais là le jour où tu as été vendu. Le sang de Clara se glaça. Vous étiez à la vente. Oui,
Je travaillais pour un homme nommé Ephraim Dalton, un marchand d'esclaves. Je conduisais ses chariots, gérais ses biens. J'ai vu ta famille sur l'estrade. J'ai vu ta mère hurler quand on vous a séparés. J'ai vu Edmund Fairholm payer $700 et t'emmener. Alors vous n'êtes pas différent des autres, dit Clara Hara d'une voix dure. Je ne l'étais pas, corrigea Mercer. Je ne suis plus cet homme. Il glissa la main dans son manteau et en sortit une feuille pliée. Sans quitter la route des yeux, il la tendit en arrière à Clara Hara. Lis-le. Clara Hara déplia le papier d'une main tremblante. C'était un acte d'affranchissement, un document qui, une fois correctement signé et enregistré, accordait la liberté à une personne réduite en esclavage. Le nom inscrit était le sien, Clara Hara, sans nom de famille, puisqu'on ne lui en avait jamais accordé. Mais la description correspondait. Son âge, la cicatrice sur son avant-bras gauche, laissée par une brûlure d'enfance. En bas du document, non signé, se trouvait l'espace réservé à la signature du propriétaire. La signature d'Isaiah Mercer. « Je ne comprends pas », murmura Clara. « Il y a 8 ans, j'ai vu ta famille être détruite sur un bloc de vente, » dit Mercer. Sa voix était stable, mais quelque chose vibrait en dessous. Peut-être de la honte, peut-être du chagrin, ou les deux. Je me suis dit que je ne faisais que mon travail, que je n'étais pas responsable du système, que je n'étais qu'un petit rouage dans une grande machine. Puis, une nuit à la Nouvelle-Orléans, j'ai vu Ephraim Dalton battre un homme à mort pour $5. Je l'ai vu faire lentement, et j'ai compris que chaque personne qui participe, même avec un rôle minuscule, permet à la machine de fonctionner. Alors je suis parti. Je suis monté vers le nord. J'ai travaillé avec des gens qui tentaient de démanteler ce que j'avais aidé à construire. Il fit une pause, guidant la charrette pour éviter une branche tombée. Il y a 3 mois, un homme est venu à une réunion à Cincinnati. Il s'appelait William Fairholm. Il nous a parlé d'une femme en Louisiane qui portait son enfant. Il a dit que son frère allait la vendre à un contremaître connu pour sa brutalité. Il nous a donné la date et le lieu de la vente. Il a demandé si quelqu'un pouvait aider. La main de Clara Hara se posa instinctivement sur son ventre. « William vous a envoyé. Il m'a payé, » répondit Mercer. « Pas pour t'acheter. Il m'a payé pour t'emmener vers le nord, dans une maison sûre en Illinois, dans un endroit où toi et ton enfant pourraient être libres. » Clara Hara fixa l'acte dans ses mains. La liberté. Le mot lui semblait étranger. Impossible. Une promesse utilisée comme une arme contre les personnes asservies depuis si longtemps qu'elle n'y faisait plus confiance. « Où est William maintenant ?» demanda-t-elle. Le silence de Mercer répondit avant ces mots. « Il est mort il y a 2 semaines. Une fièvre, ont-ils dit. Il était dans le Kentucky, essayant d'organiser un passage pour d'autres. Les gens avec qui je travaille pensent que ce n'était peut-être pas une fièvre. Ils pensent que quelqu'un venu de Louisiane l'a retrouvé. » Clara Hara ferma les yeux. William. Imprudent. Idéaliste. William, qui lui avait lu de la poésie et lui avait promis des choses qui ne pouvaient jamais exister. William, qui avait au moins essayé, plus que la plupart des hommes dans sa position n'auraient jamais fait. Duncan l'a fait tuer, dit-elle. Ce n'était pas une question. Nous ne pouvons pas le prouver, répondit Mercer. Mais oui, je le crois. Juste au moment où l'on aurait pu penser que le pire de cette histoire était derrière eux, au moment où il semblait que Clara Hara allait enfin trouver la liberté, la véritable horreur de ce qui s'est produit dans la paroisse de Sainte Helena commence à se révéler. La charrette continua vers le nord tout l'après-midi, empruntant des routes de plus en plus accidentées et isolées. Mercer expliqua l'itinéraire qu'ils suivraient. Ils éviteraient les routes principales, voyageraient surtout de nuit et s'appuieraient sur un réseau de refuges tenu par des familles noires libres et des blancs compatissants. Il faudrait des semaines pour atteindre l'Illinois, des mois avant que Clara ne soit réellement en sécurité. Mais quelque chose n'allait pas. Clara ne parvenait pas à l'exprimer clairement, mais des années de survie lui avaient appris à faire confiance à ses instincts. Et ses instincts lui disaient qu'Isaiah Mercer mentait. Pas sur tout. Son histoire à propos de Richmond pouvait être vraie. Sa honte pouvait être sincère. Mais quelque chose dans ce sauvetage semblait mis en scène, joué, comme s'il suivait un scénario écrit par quelqu'un d'autre. Elle repensa à la vente aux enchères, à l'arrivée parfaitement synchronisée de Mercer, à la façon dont il savait exactement quand et où enchérir, à la facilité avec laquelle il avait surpassé Silas Guthrie. Trop facile. Duncan Fairholm ne faisait pas d'erreur. Il planifiait tout avec la précision d'un général déployant ses troupes. S'il avait voulu que Clara Hara aille à Guthrie, elle serait allée à Guthrie.
à moins que Duncan n'ait voulu que quelque chose d'autre se produise. La réalisation s'abattit sur Clara Hara comme de l'eau glacée. Ce n'était pas un sauvetage, c'était une chasse. Ils campèrent cette nuit-là dans une clairière, à plusieurs kilomètres du village le plus proche, assez profondément dans la forêt pour que la lumière du feu ne soit pas visible depuis la route. Mercer alluma un petit feu et offrit à Clara Hara de la viande séchée et du pain de maïs. Elle mangea mécaniquement, son esprit analysant les possibilités. Si Duncan avait voulu la tuer, il aurait pu le faire à Bellamont. Simplement, discrètement. Des femmes asservies disparaissaient régulièrement. Personne ne posait de questions, mais Duncan ne voulait pas sa mort. Il voulait que William soit détruit totalement. Et William était déjà mort, déjà hors de portée. Alors Duncan avait besoin d'autre chose. Il avait besoin de preuves que la trahison de William avait des conséquences. Il avait besoin que l'enfant que Clara Hara portait souffre. Et plus encore, il avait besoin que ce soit la faute de William. L'évasion était conçue pour échouer. Mercer ne sauvait pas Clara Hara. Il la livrait à quelque chose de pire que Silas Guthrie. Quelque part sur cette route, il serait intercepté. Des chasseurs d'esclaves. Des hommes qui prétendraient que Clara Hara était une fugitive. L'acte de vente serait déclaré frauduleux. Clara Hara serait rendue à Duncan dans des circonstances qui feraient passer son sort pour de la justice plutôt que pour de la cruauté. Et parce que William avait organisé cette fuite, parce qu'il l'avait financée, parce qu'il avait impliqué des abolitionnistes dans un complot visant à voler une propriété, Duncan pourrait dire que c'était son frère qui avait causé la souffrance de Clara Hara, que les sentiments de William avaient empiré les choses, au lieu de les améliorer. C'était une vengeance parfaite. La seule question était de savoir quand le piège se refermerait. Clara Hara attendit que Mercer se soit installé de l'autre côté du feu, le dos contre un arbre, son chapeau rabattu. Elle attendit que sa respiration devienne plus profonde. Puis elle glissa soigneusement la main dans l'ourlet de sa robe et en sortit le couteau que Betty lui avait donné. La lame était petite, mais affûtée. Elle en testa le fil contre son pouce, sentit la morsure. Elle pouvait le tuer maintenant, pendant qu'il dormait. Ce serait facile. Mais ensuite, elle était enceinte, seule, quelque part dans une forêt de Louisiane, sans argent, sans carte, sans alliés. Même si elle atteignait une route, elle serait capturée en quelques jours. Une femme noire enceinte voyageant seule serait arrêtée, interrogée, renvoyée à quiconque revendiquerait sa propriété. Le couteau n'était pas la réponse, mais peut-être que la vérité l'était. « Je sais que tout cela n'est pas réel », dit doucement Clara. Mercer ne bougea pas. Pendant quelques secondes, elle crut qu'il dormait réellement. Puis il repoussa son chapeau et la regarda à travers le feu. « Explique. Duncan a planifié tout cela. Il voulait que je tente de m'échapper. Il voulait que cela échoue. Vous faites partie de ce plan. » L'expression de Mercer ne changea pas. « Pourquoi accepterais-je un tel plan? De l'argent? Ou la sécurité? Peut-être que Duncan a menacé de vous dénoncer pour avoir aidé des fugitifs. Peut-être qu'il vous a offert plus que William. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que ce n'est pas ce que vous m'avez dit que c'était. » Le feu crépitait entre eux. Quelque part dans l'obscurité, une chouette lança son cri. Finalement, Isaiah Mercer parla. « Tu es plus intelligente que William ne te le laissait croire. » La main de Clara Hara se crispa sur le couteau. « Alors j'ai raison. Partiellement. » Mercer se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Oui. Duncan est au courant de cette fuite. Oui. Il avait prévu que cela échoue. Mais tu te trompes sur la raison pour laquelle je l'aide. Alors pourquoi? Parce que si je ne le faisais pas, quelqu'un d'autre le ferait. Et cette autre personne te livrerait directement à des chasseurs d'esclaves qui te feraient subir des choses que je ne décrirai pas. Duncan m'a donné le choix. Te conduire vers le nord et laisser ces hommes nous intercepter d'une manière qui te laisse physiquement indemne, ou refuser, et le regarder confier la tâche à des hommes qui te feraient souhaiter ne jamais être né. Clara Hara eut un rire amer. Alors tu as choisi la trahison miséricordieuse. J'ai choisi de te donner une chance. Quelle chance? Tu viens de dire que nous serons interceptés. Nous le serons. Demain après-midi, à environ 32 kilomètres au nord d'ici. 4 hommes nous attendront sur la route. Ils auront des papiers te déclarant fugitive. Ils auront une autorisation du juge Crenshaw pour te ramener à Bellamont. Et légalement, ils seront entièrement dans leurs droits. Alors je n'ai aucune chance. Tu as exactement une chance, dit Mercer. Il plongea la main dans sa sacoche de sel et en sortit une bourse de cuir qu'il lança à travers le feu à Clara. Il y a $150 là-dedans. Il y a aussi une lettre d'introduction pour une famille à Natchez.
Des personnes de couleur libre qui peuvent t'aider à disparaître. Pas vers le nord. Le nord est là où Duncan s'attend à ce que tu fuis. Mais vers le sud, jusqu'à la Nouvelle-Orléans, puis par bateau jusqu'au Mexique. C'est un itinéraire plus long, plus dangereux, mais c'est possible. Clara Hara ouvrit la bourse. L'argent était réel. La lettre était réelle. Pourquoi ferais-tu cela? Parce que je pensais ce que j'ai dit plus tôt. Je ne suis plus l'homme que j'étais à Richmond. Et parce que William Fairholme, quels que soient ses défauts, a essayé de faire quelque chose de juste. Je ne laisserai pas Duncan Fairholme transformer cette décence en arme. Mais tu vas quand même me trahir. Tu vas quand même laisser les hommes de Duncan nous intercepter. Ils intercepteront quelqu'un, corrigea Mercer. Cela n'a pas besoin d'être toi. Il se leva et se dirigea vers l'arrière de la charrette. Lorsqu'il revint, il portait un paquet de vêtements. Des vêtements de femme, une robe semblable à celle de Clara Hara, mais plus grande, un châle, un bonnet. Il y a une implantation à 13 kilomètres au sud d'ici. Un petit endroit, principalement composé de familles noires libres et de blancs pauvres. Il y a là-bas une femme nommée Ruth Chambers. Elle a à peu près ta taille, ton teint, et elle est en train de mourir. La phtisie. Il lui reste peut-être quelques semaines. Je lui ai parlé hier. J'ai payé $50 à sa famille pour nous aider. Clara Hara le fixa. Je ne comprends pas. Demain matin, tu prends cet argent et ces vêtements. Tu marches vers le sud jusqu'à l'implantation. Tu dis à la famille Chambers qu'Isaiah t'envoie. Ils te cacheront jusqu'à ce que les hommes qui te cherchent aient traversé la région. Ensuite, ils t'aideront à rejoindre Natchez. De là, tu suivras les instructions de la lettre. Il marqua une pause. Et toi, Ruth Chambers, tu prendras ta place dans cette charrette. Elle est trop malade pour marcher plus de quelques pas, mais elle peut rester assise droite avec un bonnet et un châle. De loin, elle te ressemblera suffisamment. Quand les hommes de Duncan nous intercepteront demain, ils la prendront. Et le temps qu'ils se rendent compte de leur erreur, tu auras disparu. L'esprit de Clara s'emballa. Ruth va mourir. Ruth est déjà en train de mourir. Et sa famille a besoin d'argent pour l'enterrer dignement et s'occuper de ses enfants. Ainsi, sa mort sert à quelque chose. C'est insensé. C'est ta seule chance, répondit Mercer sans détour. Duncan a des hommes qui surveillent toutes les routes vers le nord. Il a l'argent, le pouvoir et la loi de son côté. Tu ne peux pas l'affronter directement. Tu peux seulement disparaître si complètement qu'il ne pourra jamais te retrouver. Clara Hara regarda le couteau dans sa main. Puis, l'argent. Puis, Isaiah Mercer, dont le visage était à moitié noyé dans la lueur du feu. Si je fais ça, si je fuis, Duncan saura que tu m'as aidé. Il te pourchassera. Il essaiera, admit Mercer. Mais je suis plus difficile à attraper que toi. Et j'ai des amis capables de me faire disparaître aussi. Pourquoi? Demanda Clara. Le mot sortit brisé. Pourquoi risquerais-tu tout cela pour moi? Mercer resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait été de toute la journée. À Richmond, quand on t'a séparé de ta mère, tu n'as pas crié. Tu ne t'es pas débattu. Tu es resté sur ce bloc, et tu as regardé les hommes qui enchérissèrent sur toi, avec une expression qui disait que tu savais exactement qui ils étaient et de quoi ils étaient capables. Tu avais 15 ans, et tu possédais plus de dignité qu'aucun d'eux n'en aurait jamais. J'ai vu cette expression dans mes rêves pendant 8 ans. Il est temps que je fasse quelque chose pour mériter le droit de l'oublier. Clara Hara sentit les larmes lui brûler les yeux, mais refusa de les laisser couler. Pleurer était un luxe que les femmes asservies ne pouvaient pas se permettre. Les larmes étaient interprétées comme de la faiblesse, de la soumission, comme la preuve qu'elles avaient accepté leurs conditions. Elle avait appris très tôt à garder son chagrin à l'intérieur, à le laisser se durcir en quelque chose de plus résistant. « Il y a autre chose que tu devrais savoir », poursuivit Mercer. Sa voix avait baissé, comme si la forêt elle-même pouvait écouter. À propos de Duncan Fairholme. Quoi à son sujet? William nous a dit certaines choses avant de mourir. Des choses sur son frère, sur Bellamont. Mercer choisit ses mots avec soin. Tu n'étais pas la première. Le sang de Clara Hara se glaça. La première? Quoi? La première femme que Duncan a vendue à Silas Guthrie. Il y en a eu 3 autres, au cours des 5 dernières années. Toutes domestiques, toutes jeunes. Duncan organisait une infraction mineure, un prétexte pour les retirer de la maison principale. Puis il les vendait à Guthrie lors d'une vente aux enchères. Toujours à des prix suspectement bas, toujours légalement documentés, toujours sous le regard du juge Crenshaw. Qu'est-il arrivé à ces femmes? 2 sont mortes dans l'année. L'une à la suite de blessures que Guthrie a qualifiées d'accidentelles.
l'autre de ce qu'on a appelé une fièvre, bien que les personnes asservies de Bellamont disaient qu'elle avait été battue si violemment qu'elle ne s'en était jamais remise. Il marqua une pause. La troisième s'appelait Sarah. Elle a complètement disparu. Guthrie a prétendu qu'elle s'était enfuie. Personne ne l'a jamais revue. Clara Hara pensa à Betty, la vieille cuisinière qui lui avait donné le couteau. Betty aurait connu ces femmes, les aurait vues disparaître l'une après l'autre. Elle aurait su exactement quel sort attendait Clara Hara si elle tombait entre les mains de Guthrie. Pourquoi Duncan ferait-il cela? Demanda Clara Hara, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. Parce qu'il le pouvait, répondit simplement Mercer. Parce que la loi lui donnait un pouvoir absolu sur les personnes qu'il possédait. Et le pouvoir absolu révèle ce que sont réellement les hommes. Duncan Fairholme est un homme qui prend plaisir à la souffrance des autres, particulièrement celle des femmes, surtout celles qui montrent de l'intelligence, de la dignité, ou toute qualité qui menace son sentiment de supériorité. Et le juge Crenshaw a laissé faire. Il a facilité cela. Chaque vente était légale, chaque transfert de propriété correctement documenté. Le juge n'a jamais demandé pourquoi ces femmes étaient vendues à des prix aussi bas. Il n'a jamais interrogé le schéma. Il a simplement signé les papiers et encaissé ses honoraires. Clara Hara regarda le couteau dans sa main. 3 femmes avant elle, toutes détruites par le même mécanisme, toutes effacées de l'histoire comme si elles n'avaient jamais existé. William savait cela. Il l'a découvert il y a environ 1 an. Il a trouvé des documents dans le bureau de Duncan. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à lire de la littérature abolitionniste. À croire que le système lui-même était le problème, pas seulement la cruauté individuelle qu'il contenait. Il a essayé de convaincre Duncan d'affranchir les personnes asservies à Bellamont. Il a proposé de renoncer à son propre héritage si Duncan les libérait. Duncan a ri. Mercer ajouta une branche au feu. Quand tu es tombée enceinte, William y a vu sa chance de faire quelque chose de juste, de sauver au moins une personne de la machine. Il a contacté des abolitionnistes à Cincinnati, leur a donné tout ce qu'ils possédaient, a organisé ton évasion. Mais Duncan l'a découvert. Nous pensons que quelqu'un à Cincinnati nous a trahis. Quelqu'un qui a vendu des informations à des chasseurs d'esclaves, qui les ont ensuite revendus à Duncan. Quand William a compris que le plan était compromis, il était déjà trop tard. Duncan avait déjà restructuré toute la vente pour s'assurer que tu aboutirais exactement là où il le voulait. Alors pourquoi William est-il allé dans le Kentucky? S'il savait que le plan avait échoué? La mâchoire de Mercer se crispa. Parce qu'il essayait de trouver une autre solution. Il pensait que s'il pouvait atteindre le réseau du chemin de fer clandestin, s'il pouvait envoyer des messages à des passeurs opérant en Louisiane, il pourrait organiser un second sauvetage, quelque chose que Duncan n'anticiperait pas. Il secoua la tête. Mais Duncan l'a trouvé en premier. Son influence est plus étendue que ce que nous avions compris. Il a des liens avec des chasseurs d'esclaves dans 5 États. Des hommes qui gagnent leur vie en traquant des êtres humains. Quand William a commencé à poser des questions dans le Kentucky, quelqu'un l'a signalé. 3 jours plus tard, William était mort. Clara Hara assimila lentement ces informations. William, naïf et idéaliste. William avait essayé. Il avait vraiment essayé. Et même après l'échec de son premier plan, il avait continué. Cela devait compter pour quelque chose. La fièvre, dit-elle enfin. C'est ce qu'ils ont dit qu'il avait tué. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. Son corps a été retrouvé dans une pension à Louisville. Le propriétaire de la pension déclara que William avait été malade pendant 2 jours, se plaignant de douleurs à l'estomac, de vomissements, puis qu'il était mort dans son sommeil. Mais l'un des abolitionnistes qui vit le corps par la suite affirma que les ongles de William étaient bleus, que ses lèvres étaient décolorées. Ce sont des signes d'empoisonnement, pas de fièvre. Duncan a empoisonné son propre frère, ou a payé quelqu'un pour le faire. Dans les 2 cas, William était devenu un problème que Duncan devait éliminer. Et Duncan est très doué pour éliminer les problèmes tout en gardant les mains propres. Clara Hara réfléchit à cela, à un homme si obsédé par le contrôle qu'il tuerait son propre parent de sang, à un système qui donnait du pouvoir à de tels hommes et appelait cela la civilisation. Si Duncan a pu tuer William et faire passer cela pour une mort naturelle, dit-elle lentement, alors il pourrait te tuer aussi. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui. Ce plan que tu as, m'envoyer vers le sud pendant que Ruth prend ma place, ne fonctionnera que si Duncan croit sincèrement que tu essayais de m'aider à m'échapper. S'il soupçonne que tu l'as trahi volontairement, tu es un homme mort, je le sais. Alors pourquoi prendre ce risque? Mercer la regarda droit dans les yeux. Parce que je suis fatigué d'être celui qui détourne le regard.
fatigué de me dire que je ne fais que suivre des ordres, que je ne fais que mon travail, que j'essaie simplement de survivre dans un système que je n'ai pas créé. Chaque personne qui se cache derrière cette excuse, qui choisit sa propre sécurité plutôt que la souffrance des autres, rend ce système plus fort. Je ne peux pas démanteler l'esclavage à moi seul, mais je peux sauver une personne. Je peux faire une chose qui compte. Clara comprit alors que c'était exactement la même logique qui avait animé William. La même logique vaine et magnifique qui avait coûté la vie à tant d'idéalistes. Mais aussi la seule logique qui avait jamais réellement changé quoi que ce soit. Clara prit sa décision. « J'irai vers le sud », dit-elle. « Mais j'ai besoin de savoir une chose d'abord. La famille Chambers, comment les as-tu trouvés? Comment as-tu organisé cela? J'ai voyagé en Louisiane pendant 3 mois en préparant ton évasion. J'ai noué des contacts dans plusieurs communautés. J'ai offert de l'argent à des familles susceptibles d'aider. La famille Chambers était l'une des 3 qui ont accepté. 3 familles? Tu avais prévu plusieurs routes d'évasion? J'ai prévu des plans de secours. Duncan n'est pas le seul à savoir penser plusieurs coups à l'avance. Clara sentit quelque chose changer en elle. Cet homme, cet étranger qui avait participé à la destruction de sa famille 8 ans plus tôt, avait passé 3 mois à préparer son salut, avait risqué sa vie pour créer des options, avait réfléchi à des scénarios et à des plans alternatifs, avec la même minutie que Duncan appliquait à sa cruauté. Peut-être que la rédemption n'était pas un geste spectaculaire unique. Peut-être était-ce le travail lent et méthodique de devenir quelqu'un de différent de ce que l'on avait été. « Et Ruth ?» demanda Clara. « Quand les hommes de Duncan réaliseront qu'ils ont la mauvaise femme, que lui feront-ils ?»« Rien, » répondit Mercer. « Elle sera déjà en train de mourir. Quand ils découvriront l'échange, Ruth sera probablement inconsciente ou délirante à cause de la fièvre. Ils ne peuvent pas torturer quelqu'un dans cet état. Et ils ne peuvent pas prouver qu'elle a volontairement participé à une tromperie. Officiellement, j'aurais simplement commis une erreur honnête. J'aurais cru que Ruth était toi. Duncan n'acceptera pas cette explication. Il n'a pas besoin de l'accepter. Il doit seulement reconnaître qu'il ne peut pas prouver le contraire. Et sans preuve, même Duncan Fairholme a des limites à ce qu'il peut faire ouvertement. Clara n'était pas totalement convaincue, mais elle n'avait pas de meilleure alternative. Elle pensa à Ruth Chambers, une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée avant aujourd'hui, qui sacrifiait ses derniers jours pour donner à Clara une chance de liberté, une dette impossible à rembourser. « Je veux la rencontrer », dit Clara avant de partir. « Je veux la remercier. Ce n'est pas prudent. Moins vous en savez l'une sur l'autre, plus vous êtes en sécurité. »« Je me moque de la sécurité, » répondit Clara, la voix plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. « Une femme est en train de mourir pour moi. Le minimum que je puisse faire est de la regarder dans les yeux et de lui dire que je ne gaspillerai pas ce qu'elle me donne. » Mercer l'observa longuement, puis hocha la tête. « Nous nous arrêterons à la colonie au matin. Tu auras 15 minutes. Pas plus. » Ils atteignirent tôt la colonie des Chambers juste après l'aube. Ce n'était pas vraiment une ville, mais plutôt un groupe de cabanes disposées autour d'un puits commun, abritant peut-être une trentaine de personnes, principalement des familles noires libres, ainsi que quelques familles blanches trop pauvres pour se soucier des hiérarchies raciales. Un endroit qui n'apparaissait sur aucune carte officielle, qui existait dans les interstices entre les paroisses, et qui survivait en restant invisible à ceux qui pourraient vouloir le détruire. Ruth Chambers vivait dans la plus petite cabane, à la lisière de la colonie. Son mari était mort 2 ans plus tôt dans un accident forestier. Ses enfants, 3, âgés de 4 à 12 ans, étaient pris en charge par des voisins pendant que leur mère passait ses derniers jours dans une relative paix. Relative, car la phtisie n'offrait pas de mort paisible. Elle vous vidait lentement, transformait vos poumons en chair inutile, faisait de chaque respiration un combat que vous saviez perdu d'avance. Clara entra dans la cabane, Mercer derrière elle. L'intérieur était sombre, éclairé seulement par une petite fenêtre couverte de papier huilé. L'air sentait la maladie et la sauge, cette dernière brûlée dans une tentative vaine de masquer la première. Ruth était allongée sur un lit étroit contre le mur du fond. Elle était si maigre que son corps soulevait à peine la couverture. Sa peau avait la teinte grisâtre de quelqu'un dont les organes lâchent, mais ses yeux, lorsqu'ils se posèrent sur Clara Hara, étaient clairs. « C'est toi ?» dit Ruth. Sa voix n'était guère plus qu'un souffle. « Je suis Clara Hara. On m'a dit que tu valais la peine d'être sauvée. Je voulais voir si c'était vrai. » Clara Hara s'approcha. « Je ne sais pas si je vaux ce que tu es en train de donner. »« Personne ne vaut une vie, » répondit Ruth. « Mais ce n'est pas pour cela que j'ai accepté de t'aider.
J'ai accepté, parce que mes enfants ont besoin de l'argent que M. Mercer a donné, parce que je suis déjà en train de mourir, et parce que si je dois mourir, je préfère mourir en faisant quelque chose qui a du sens. Tes enfants? Dit Clara Hara. Qu'adviendra-t-il d'eux? Ma sœur s'en occupera. L'argent que M. Mercer nous a donné suffira à les nourrir pendant l'hiver, peut-être même à acheter un petit terrain où ils pourront cultiver leur propre nourriture. C'est plus que ce que j'aurais pu leur laisser autrement. Les larmes brûlèrent à nouveau les yeux de Clara Hara. Elle s'agenouilla près du lit et prit la main de Ruth. Les os étaient légers, fragiles, comme ceux d'un oiseau. « Je me souviendrai de toi, » dit Clara Hara. « Je parlerai de toi à mon enfant, de ce que tu as fait. Ton nom ne sera pas oublié. » Ruth esquissa un faible sourire. « Les noms comptent peu là où je vais. Mais si cela te réconforte de te souvenir, alors souviens-toi. Assure-toi simplement de vivre. Assure-toi que ce bébé vive. Ne me laisse pas échanger ma mort contre rien. Je vivrai, promit Clara, quoi qu'il en coûte. Bien. Les yeux de Ruth se fermèrent. Maintenant va-t'en. Monsieur Mercer te dira quoi faire ensuite. Et ne te retourne pas. Regarder en arrière rend le départ plus difficile. Clara Hara serra une dernière fois la main de Ruth, puis se leva. Alors qu'elle se tournait vers la porte, Ruth parla de nouveau. Encore une chose. Quand ils me prendront demain, quand les hommes de Duncan Fairholme comprendront que je ne suis pas toi, ils seront en colère. Ils diront peut-être des choses cruelles, ils me menaceront peut-être, mais ils ne me feront pas de mal. Je m'en assurerai. Clara Hara se figea. Comment? Mercer s'avança. Ruth et moi en avons parlé. Le moment doit être précis. Si elle meurt pendant l'interception, avant que les hommes de Duncan ne puissent l'interroger, ils n'auront aucun levier. Ils ne pourront prouver aucune tromperie. Ils ne pourront punir personne. Tout ce qu'ils pourront faire, ce sera admettre leur échec. « Tu prévois de mourir exactement au bon moment ?» demanda Clara Hara, incrédule. « Je prévois de mourir selon mes propres termes, » corrigea Ruth. « La phtisie me tuera dans quelques semaines de toute façon. Ainsi, je choisis quand et comment. Ainsi, ma mort sert à quelque chose au lieu d'être une tragédie de plus. » Clara Hara comprit. Ruth avait des médicaments, quelque chose que le médecin de la colonie lui avait donné, probablement du laudanum ou de la morphine destinée à soulager sa douleur durant ces derniers jours, et elle prévoyait d'en prendre volontairement trop afin de synchroniser sa mort avec l'interception, faisant s'effondrer tout le plan de Duncan. C'était à la fois brillant et horrible. « Tu as pensé à tout » murmura Clara Hara. « Non, » répondit Ruth. « Monsieur Mercer a pensé à tout. Moi, je me contente d'accepter. Maintenant, pars avant que je recommence à tousser et que je ruine ce moment dramatique. » Clara Hara voulait en dire plus, dire qu'elle comprenait l'ampleur de ce que Ruth faisait, qu'elle porterait cette dette toute sa vie, qu'elle ferait en sorte que les enfants de Ruth sachent que leur mère était morte en héroïne. Mais les yeux de Ruth s'étaient refermés, sa respiration devenant courte et laborieuse, et Mercer était déjà à la porte, lui faisant signe de le suivre. Alors elle partit. Elle sortit de cette cabane sombre, en sachant qu'elle ne reverrait jamais Ruth Chambers, sachant que dans les 2 jours à venir, la femme allongée sur ce lit serait morte, morte précisément pour donner à Clara Hara une chance de vivre. À l'extérieur, le soleil du matin réchauffait déjà l'air. Mercer tendit à Clara Hara la bourse de cuir contenant l'argent et la lettre d'introduction. « Il y a un sentier derrière cette cabane qui mène vers le sud à travers la forêt, » dit-il. « Suis-le sur environ 5 kilomètres. Il débouchera sur une route. Prends cette route vers l'ouest jusqu'à atteindre une taverne appelée le Black Swan. Le propriétaire s'appelle Marcus. Dis-lui qu'Isaiah t'envoie. Il saura quoi faire ensuite. Puis tu suivras les instructions de la lettre. Ne fais confiance à personne qui ne connaît pas les mots de passe qui y sont écrits. Déplace-toi uniquement la nuit. Évite les grandes routes. Atteins Natchez. Monte sur un bateau. Va au Mexique. Disparais si complètement que Duncan Fairholme passera le reste de sa vie à se demander ce qui t'est arrivé. » Clara hocha la tête. Elle ajusta le paquet de vêtements sous son bras, sentit le poids de la bourse. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Je continuerai vers le nord avec Ruth. Je la livrerai aux hommes de Duncan, puis je disparaîtrai moi aussi. Il te traquera. »« Qu'il essaye, » répondit Mercer avec un sourire dur. « J'ai passé ma vie à fuir. Je suis très doué pour ça. » Clara Hara voulut le remercier, dire quelque chose de profond sur la rédemption, les secondes chances, la possibilité du changement. Mais les mots lui semblèrent insuffisants. Alors, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle l'enlaça. Mercer se raidit, manifestement surpris par ce contact.
Puis, lentement, avec précaution, il rendit l'étreinte. « Merci, » murmura Clara Hara. « Survie, » répondit Mercer. « C'est tout le remerciement qu'il me faut. » Ils se séparèrent. Clara Hara se tourna vers le sentier que Ruth avait indiqué. Elle ne se retourna pas. Regarder en arrière rendait le départ plus difficile. Derrière elle, Isaiah Mercer observa jusqu'à ce qu'elle disparaisse entre les arbres. Puis, il retourna à la cabane où Ruth Chambers était en train de mourir, où un plan avait été mis en mouvement. Un plan qui sauverait la vie de Clara ou détruirait tous ceux qui y étaient impliqués. Les 24 heures suivantes décideraient de l'issue. Clara Hara partit avant l'aube, portant la bourse de cuir et les vêtements sur son bras. Mercer la regarda s'éloigner, silhouette découpée sur la lumière grise de l'aube, puis se tourna pour atteler la charrette. Lorsque le soleil se leva, Ruth Chambers était assise à l'arrière de la charrette, enveloppée dans le châle de Clara Hara, le visage dissimulé sous le bonnet. Elle était si maigre que le coussin de grossesse que Mercer avait bricolé avec des chiffons et attaché autour de sa taille paraissait presque crédible. Ils voyagèrent vers le nord toute la matinée. Ruth ne parla pas. La phtisie lui avait volé la majeure partie de sa voix depuis des semaines. Elle se contentait de se balancer au rythme de la charrette, la respiration pénible. Vers 2 heures de l'après-midi, 4 hommes à cheval apparurent sur la route devant eux. Ils correspondaient exactement à la description de Mercer. Des hommes durs, armés de fusils, avec l'assurance de ceux qui savaient que la loi ne remettrait jamais leurs actes en question. Le chef, un homme nommé Porter, s'approcha de la charrette, des papiers à la main. « Isaiah Mercer ? Oui, nous avons un mandat pour la restitution d'une propriété en fuite. Une femme noire nommée Clara Hara s'est échappée de la plantation Bellamont. Nous avons des raisons de croire qu'elle est en votre possession. J'ai acheté cette femme légalement, » répondit Mercer. « J'ai l'acte de vente. L'acte a été obtenu sous de faux prétextes. Le juge Crenshaw a annulé la transaction. La femme doit être rendue à son propriétaire légitime. » Porter se dirigea vers l'arrière de la charrette et écarta la toile. Ruth Chambers leva vers lui des yeux brillants de fièvre, déjà à moitié dans un autre monde. « C'est elle ?» demanda Porter. L'un de ses compagnons s'approcha, étudiant le visage de Ruth. « Difficile à dire avec le bonnet. Fais-la se lever. Elle est malade, » dit Mercer. « Je n'ai pas demandé. Fais-la se lever. » Mercer monta à l'arrière de la charrette et aida doucement Ruth à se mettre debout. Elle vacilla, faillit tomber. Le faux ventre glissa légèrement sous le châle. Les yeux de Porter se rétrécirent. « Elle n'a pas l'air normale. »« La phtisie, » répondit Mercer. « Elle l'a attrapée en route. Je la ramenais vers le sud parce qu'elle est trop malade pour voyager vers le nord. Comme c'est commode. » Porter attrapa le bras de Ruth et la tira vers lui. Le bonnet tomba en arrière. Le visage de Ruth était émacié, sa peau grisâtre. Elle ressemblait vaguement à Clara de loin, si l'on plissait les yeux et qu'on ne regardait pas de trop près. Mais de près, les différences étaient évidentes. « Ce n'est pas elle, » dit Porter lentement. « Je vous assure que c'est la femme que j'ai achetée à la vente de Greensburg. »« Tu mens. » Porter lâcha Ruth si brutalement qu'elle s'effondra de nouveau sur le plancher de la charrette. Il se tourna vers ses hommes. « Fouillez tout. Elle est quelque part ici. » Ils démantelèrent la charrette, éventrèrent les provisions, regardèrent sous le siège du conducteur, inspectèrent chaque centimètre de toile. Ils ne trouvèrent rien, parce qu'il n'y avait rien à trouver. Porter resta debout sur la route, les papiers désormais inutiles à la main. Il avait été payé pour intercepter une femme précise. On lui avait promis que ce serait simple. Et il retournait maintenant vers Duncan Fairholme, les mains vides. « Où est-elle » exigea-t-il. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répondit Mercer calmement. « C'est la femme que j'ai achetée. Si ce n'est pas celle que vous cherchez, ce n'est pas mon problème. » Porter fit un pas en avant. « Duncan Fairholme entendra parler de ça. »« J'espère bien, » répondit Mercer. « Peut-être expliquera-t-il pourquoi il harcèle des citoyens respectueux des lois pour des différends de propriété. » C'était une impasse. Porter savait qu'il avait été dépassé, mais il ne pouvait pas le prouver. S'il tuait Mercer, il devrait expliquer au juge Crenshaw pourquoi il avait assassiné un homme qui semblait innocent. S'il emmenait Ruth, il devrait expliquer pourquoi il avait saisi une femme mourante qui n'était manifestement pas la fugitive recherchée. L'un des hommes de Porter, un ancien chasseur d'esclaves nommé James Ridley, observait Ruth attentivement. Il avait participé à des dizaines de captures au cours de ses 15 années de carrière. Il savait évaluer la marchandise humaine, et tout dans cette situation lui paraissait anormal. « Il faut l'interroger », dit Ridley en désignant Ruth.
Porter s'accroupit près d'elle. Elle était allongée sur le plancher de la charrette, les yeux ouverts, mais sans focus. Sa respiration était devenue superficielle et irrégulière. « Où est Clara ?» exigea Porter. « Qu'en as-tu fait ?» Ruth fixa Porter avec un effort visible. Puis, contre toute attente, elle sourit. « Parti !» murmura-t-elle. « Hors de ta portée, hors de celle de Duncan Fairholme. Elle est libre. »« Où ? Je ne te laisserai pas me mentir. » Le sourire de Ruth s'élargit. Du sang apparut sur ses dents. « Tu peux me battre. Tu peux me torturer. Mais je serai morte bien avant que tu obtiennes la moindre réponse. J'ai fait en sorte que ce soit ainsi. » Porter comprit. Cette femme s'était empoisonnée. Elle avait volontairement pris quelque chose qui la tuerait précisément pendant cette confrontation. Elle avait transformé sa propre mort en arme contre le plan de Duncan. « Idiote !» dit Porter, mais sa voix avait perdu de sa certitude. « Tu crois que ça aide qui que ce soit ? Duncan la retrouvera. Il le fait toujours. »« Peut-être, » répondit Ruth. Le sang coulait maintenant librement de sa bouche, se mêlant à l'écume qui se formait aux commissures de ses lèvres. Ou peut-être qu'elle disparaîtra dans un monde où des hommes comme toi et Duncan Fairholme n'ont aucun pouvoir. Peut-être qu'elle vivra jusqu'à un âge avancé. Peut-être que son enfant grandira libre. Peut-être que tout ton système s'effondrera et ne sera plus qu'un cauchemar dont nos descendants auront du mal à croire qu'il a été réel. Sa respiration se bloqua, reprit avec un râle humide. « Je meurs, en sachant que j'ai aidé à détruire quelque chose que Duncan a passé des mois à construire. Et toi, de quoi mourras-tu en sachant, Monsieur Porter, que tu as traqué des êtres humains pour de l'argent? Que tu as servi un système conçu pour broyer des âmes? Que tu as choisi la cruauté quand tu aurais pu choisir la miséricorde ?» Ruth Chambers prit une dernière inspiration. Puis elle mourut là, sur la route, avec 4 chasseurs d'esclaves debout au-dessus d'elle et Isaiah Mercer observant depuis le côté de sa charrette dévastée, sous le soleil de Louisiane. Une scène qui entrait James Ridley pour le reste de sa vie. Porter resta debout au-dessus du corps de Ruth pendant 1 minute entière sans parler. Puis il se tourna vers ses hommes. « Nous l'enterrons ici. Nous dirons à Duncan que nous avons intercepté la charrette, mais que la femme est morte avant que nous puissions l'interroger. Nous dirons que Mercer affirme que c'était la femme de la vente, mais que nous n'avons pas pu vérifier avant sa mort. Nous dirons que la piste est froide. Duncan saura que nous avons échoué, dit l'un des hommes. Duncan saura exactement ce qui s'est passé, corrigea Porter. Il saura qu'il a été dépassé, mais il ne pourra pas le prouver. Et sans preuve, il ne peut rien faire. Ils enterrèrent Ruth Chambers dans une tombe peu profonde au bord de la route. Aucun marqueur, aucune cérémonie. Juste un corps noir de plus rendu à la terre de Louisiane, l'un des milliers qui ne seraient jamais pleurés publiquement ni officiellement rappelés. Isaiah Mercer observa l'enterrement sans expression. Quand ce fut terminé, quand les hommes eurent enfourché leurs chevaux et disparu, il resta seul près de la terre fraîchement remuée. Il ne pria pas. Il n'était pas religieux. Mais il prononça le nom de Ruth à voix haute. 3 fois, comme si la répétition pouvait d'une manière ou d'une autre honorer ce qu'elle avait fait. Puis il continua vers le nord. Comme prévu, il maintiendrait la fiction selon laquelle il avait tenté de livrer Clara vers un territoire libre. Il exprimerait sa confusion quant à la raison de sa mort. Il déposerait un rapport auprès du juge Crenshaw, affirmant que la propriété avait été endommagée durant le transport et demandant une compensation pour sa perte. La demande fut rejetée. Le juge Crenshaw statua que Mercer avait acheté la propriété, en l'état, et en assumait tous les risques. La mise à prix minimale de 1200 fut interprétée comme la preuve que le vendeur savait que la propriété était défectueuse. Aucune compensation ne serait accordée. C'était, d'une manière perverse, la conclusion juridique parfaite. Tout le monde avait respecté la procédure. Tous les documents avaient été correctement déposés. La loi avait fonctionné exactement comme elle avait été conçue. Et pourtant, la vengeance de Duncan Fairholme avait été déjouée par une femme mourante et par un ancien marchand d'esclaves en quête de rédemption. Des années plus tard, en 1868, James Ridley connut une conversion religieuse et confessa ses péchés passés à un pasteur méthodiste nommé le révérend Thomas Hargrove. Parmi ses confessions figurait un récit détaillé de ce qui s'était produit lors de l'interception, cet après-midi de mars 1853. Ridley décrivit les dernières paroles de Ruth. Il décrivit le sang sur ses lèvres et l'intelligence farouche dans ses yeux mourants. Il décrivit la façon dont elle avait souri tandis que la vie quittait son corps, assurée d'avoir brisé le mécanisme de cruauté soigneusement construit par Duncan Fairholme. «
J'ai capturé plus de 200 fugitifs dans ma vie, dit Ridley au pasteur. J'ai vu des hommes et des femmes supplier pour obtenir la miséricorde. Je les ai vus se battre, crier et prier. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un choisir la mort aussi délibérément que Ruth Chambers. Elle a transformé son dernier souffle en un acte de défi. Elle est morte libre, même si la loi disait qu'elle ne l'était pas. Et cela me hante plus que tous les autres. Le révérend Hargrove consigna la confession de Ridley, en comprenant son importance historique, mais il ne la publia jamais de son vivant. Elle resta dans ses papiers personnels jusqu'à sa mort en 1922. C'est alors que sa fille, Sarah, la découvrit en classant ses effets. Elle fut horrifiée, non seulement par le contenu, qui était déjà suffisamment troublant, mais par ses implications. Son père avait connu cet épisode pendant 34 ans et ne l'avait jamais signalé, ne l'avait jamais partagé avec des historiens ou des journalistes. Il s'était contenté de le conserver en privé, comme si documenter le mal suffisait sans jamais l'affronter réellement. Sarah Fletcher fit ce que son père n'avait pas fait. Elle publia la confession en 1931 dans une petite revue abolitionniste que peu de gens lisaient, mais elle la publia. Elle l'inscrivit dans le registre public. C'est grâce à cette publication que nous connaissons les détails des derniers instants de Ruth Chambers, que nous savons qu'elle a choisi sa mort délibérément, que nous savons qu'elle a souri en mourant, certaine d'avoir anéanti le plan de Duncan Fairholme. Duncan Fairholme passa les 6 mois suivants à chercher Clara Hara. Il engagea des chasseurs d'esclaves professionnels. Il publia des annonces dans des journaux de 3 États. Il offrit des récompenses passant de 500 à 2000 $. Il ne la retrouva jamais. Le juge Crenshaw mourut en 1861, juste avant que la Louisiane ne fasse sécession de l'Union. Il emporta dans sa tombe tout ce qu'il savait des véritables circonstances. Duncan Fairholme survécut à la guerre de sécession, mais perdit tout dans ses suites. Bellamont fut incendié par les troupes de l'Union en 1863. Duncan lui-même mourut en 1872 dans une pension de Mobile, en Alabama, ruiné et seul. Son épouse Margaret l'avait quitté des années plus tôt. Le nom de son frère ne fut plus jamais prononcé en sa présence. Silas Guthrie, le contremaître, fut retrouvé mort en 1854 dans un fossé à l'extérieur de Greensburg. La cause officielle fut classée comme une noyade accidentelle, bien qu'il ait été retrouvé face contre terre dans moins de 15 cm d'eau. Aucune charge ne fut jamais retenue. Nathaniel Puy continua d'exercer comme greffier paroissial jusqu'en 1863, date à laquelle il quitta la Louisiane avant l'arrivée des forces de l'Union. On n'entendit plus jamais parler de lui. Le reçu découvert lors des rénovations du palais de justice en 1897 contenait plus que le simple enregistrement de la vente de Clara Hara. Au verso, écrit de la main de William Fairholme, figurait un message adressé à celui ou celle qui le trouverait. « Je m'appelle William Fairholme. J'ai essayé de sauver une femme que j'aimais de la cruauté de mon frère. J'ai échoué, comme j'ai échoué dans la plupart des choses importantes. Si vous lisez ceci, sachez que le plus grand mal n'est pas celui commis par des hommes mauvais, mais celui permis par des hommes bons, qui manquent du courage d'agir. J'ai manqué de ce courage quand il le fallait. Je prie pour que vous ne manquiez pas du vôtre. » Les historiens qui découvrirent ce message en comprirent immédiatement la portée. Ils l'enterrèrent à nouveau, le scellèrent dans le mur, où il resta caché pendant encore 100 ans. Le reçu fut redécouvert en 1998, lors d'une nouvelle rénovation. Cette fois, il fut conservé. Il se trouve aujourd'hui aux archives de l'État de Louisiane. Mais le destin de Clara Hara demeure inconnu. Certains historiens pensent qu'elle atteignit le Mexique, peut-être Veracruz, où une communauté de personnes anciennement asservies avait fondé une colonie. D'autres pensent qu'elle se rendit en Haïti. Quelques-uns estiment qu'elle mourut quelque part en chemin. Une théorie, proposée par une généalogiste en 2006, suggère qu'une femme correspondant à la description de Clara Hara apparaît dans les registres de recensement de l'Illinois, en 1870, vivant sous le nom de Clara Hara Freeman, avec une fille métisse née en 1853. Le prénom de la fille était Ruth. Si cette théorie est correcte, si Clara Hara a survécu et s'est construite une vie en liberté, alors Isaiah Mercer a réussi. Le sauvetage conçu pour échouer a échoué à échouer. Le piège que Duncan avait si soigneusement élaboré n'a rien capturé. Mais nous ne pouvons pas en être certains. Les archives historiques sont incomplètes. Des documents ont été détruits pendant la guerre de sécession. Des souvenirs ont été délibérément étouffés. Il ne nous reste que des fragments. Un acte de vente, un reçu,
un message caché dans un mur, des registres de recensement qui pourraient concerner quelqu'un d'autre, et des questions qui ne trouveront jamais de réponse définitive. Peut-être que le silence de l'histoire est en soi une forme de réponse. Peut-être que le fait que nous ne puissions pas retracer le parcours de Clara Hara signifie qu'elle a réussi à disparaître, qu'elle est devenue impossible à suivre, qu'elle a accompli ce dont tant de personnes asservies rêvaient, une liberté totale et complète, affranchie du système qui cherchait à contrôler chaque aspect de leur existence. Ou peut-être est-elle morte seule et oubliée, une victime de plus d'un système qui a détruit des millions de vies avec une efficacité bureaucratique. La transaction à 1200 demeure un monument à cette ambiguïté. Elle était légale, attestée, enregistrée dans des documents officiels. Et pourtant, elle paraît profondément injuste d'une manière qui dépasse même l'énorme injustice de l'esclavage lui-même. La dévalorisation délibérée d'une vie humaine. L'utilisation de mécanismes bureaucratiques pour infliger la cruauté. La participation de juges, de greffiers et de citoyens ordinaires à une transaction conçue spécifiquement pour faire souffrir. Chacun des protagonistes a fait un choix. Duncan a choisi la vengeance. William a choisi le risque. Trop tard. Isaiah Mercer a choisi la rédemption. Le juge Crenshaw a choisi la loi plutôt que la miséricorde. Ruth Chambers a choisi d'utiliser sa mort pour aider une étrangère. Clara a choisi la survie, quel qu'en soit le prix. Et les 7 hommes qui ont signé l'acte de vente comme témoins ont choisi de participer à quelque chose qu'ils savaient, au fond d'eux-mêmes, profondément mauvais. Leur signature demeure sur ce document, conservé dans des archives, témoignage de leur complicité. Leurs descendants ont passé des générations à tenter d'enterrer cette histoire, à s'assurer que personne ne poserait de questions dérangeantes sur ce que leurs ancêtres avaient fait, vu ou permis. Mais certaines histoires finissent toujours par refaire surface. Elles exigent d'être racontées. Cette affaire nous montre que l'arme la plus cruelle jamais inventée n'était ni le fouet ni la chaîne, mais la loi elle-même. Le système qui rendait l'horreur légale, qui permettait à des hommes de détruire des vies avec une signature et quelques pièces de cuivre, qui autorisait la vente d'une femme enceinte pour le prix d'un pain, non pas parce que quelqu'un croyait qu'elle ne valait rien, mais précisément pour démontrer que la valeur pouvait être attribuée ou retirée à volonté par ceux qui détenaient le pouvoir. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que Clara Hara ait survécu? Pensez-vous qu'elle ait atteint la liberté? Ou bien la cruauté de Duncan l'a-t-elle poursuivie au-delà de la mort? Laissez votre commentaire. Et si cette histoire vous a marqué, partagez-la.